Toutes ces piles de paperasse sur les bureaux, La peur de l'avenir. les mails, Les rapports humains. Quand les circonstances externes ne me permettent pas de satisfaire les clients. J'ai plus de 2 heures de trajet pour aller travailler. Je n'arrive pas à faire le vide. Quand je perds ma sérénité intérieure. Distinguer ce qui doit être fait tout de suite de ce qui peut attendre un peu. C'est toujours une affaire d'argent. la rentabilité n'a pas que des aspects positifs. Tiraillé, surmené, lessivé par le monde du travail. C'est l'impression qui domine actuellement. Beaucoup en tombent malades, de plus en plus même. Des tentatives sont faites pour inverser la tendance. En voici certaines, comme autant d'instantanés du monde du travail. Commençons par le site d'Unilever à Hambourg. Quand le groupe a déménagé sa filiale allemande à Hambourg, ce n'était pas que pour le plaisir de hisser son pavillon dans la ville portuaire. C'était aussi pour offrir des conditions de travail plus agréables et plus saines à ses 1100 salariés. Le géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques cherche à prendre davantage soin de cette précieuse ressource qu'est la main-d'œuvre. Comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il le fait dans son propre intérêt. Car ces dernières années, trop de salariés étaient trop longtemps en arrêt maladie. Les affections psychiques surtout sont longues, donc coûteuses. À cela s'ajoute que le personnel qualifié vient à manquer. Il y avait donc doublement urgence. Partout des points rencontres, des tables, des chaises. Chacun doit se sentir bien dans ce nouvel univers, tout en restant efficace dans son travail. Et ce n'est pas toujours facile avec le bruit de fond inhérent aux espaces ouverts. Par beau temps, ceux qui veulent échapper à un environnement trop bruyant peuvent monter travailler avec leur portable sur la terrasse. Mais est-ce suffisant pour rester en bonne santé? En tant que médecin du travail, je vois bien qu'il y a des limites à la charge que l'on peut imposer et que certaines sont franchies. Dans la mesure où cela se produit rarement, je peux dire OK. Ça fait partie du métier, ça peut se régler individuellement. Mais dès lors que ça arrive régulièrement, les dirigeants aussi sont concernés. Et dans ce cas, normalement, l'influence du médecin du travail est assez limitée. Pour le président du comité d'entreprise d'Unilever, le problème c'est que l'on veut en faire toujours plus avec de moins en moins d'effectifs. En termes de ressenti, il y a longtemps que nous avons dépassé les limites. Mais la pression sur les coûts est énorme. Et tant qu'il en sera ainsi, on continuera de serrer la vis. Or, c'est au niveau du personnel que c'est le plus simple à faire. D'où ma crainte que l'on aille plus loin encore, même si, en termes de vécu, on a depuis longtemps dépassé la limite. Nous nous efforçons de regarder la réalité en face, ce qui suppose aussi d'accepter l'existence de troubles psychiques et de troubles du sommeil, qui parfois même sont afférents. Mais nous pouvons améliorer nos conditions de travail, comme toute autre entreprise, dans tous les domaines. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'entretenir la santé des salariés, c'est investir dans l'avenir même de l'entreprise. Unilever en est convaincu. C'est pourquoi ses employés peuvent maintenant faire du sport dans une salle de fitness et se relaxer dans ce que l'on appelle ici les oasis de détente. Nous avons aménagé des espaces de relaxation. C'est un moyen de valoriser la détente sur le lieu de travail. Notre objectif est aussi, bien sûr, de réhabiliter le sommeil dans cette société toujours sous tension. Détente, oasis, sommeil réhabilité, voilà qui semble prometteur. Mais tout cela suffit-il vraiment? Pour ma part, je dirais que c'est déjà bien qu'une entreprise fasse l'effort de réagir aux problèmes de ses salariés et qu'elle leur propose des solutions. Qu'il s'agisse d'une activité physique comme le yoga ou d'autres choses, c'est utile et ça témoigne d'une certaine estime pour le personnel. L'ennui, c'est que c'est insuffisant, car quand les causes résident dans l'organisation même du travail, il faut surtout agir à ce niveau-là. Il ne suffit pas d'apprendre aux gens à mieux gérer le stress, même si c'est important. Il faut surtout en modifier les causes. Un système économique fondé sur la croissance et la concurrence à tout va
laisse-t-il une marge suffisante pour changer les choses? D'après la présidente du comité d'entreprise d'Unilever Hambourg, la pléthore d'informations et la disponibilité impérative sont de gros facteurs de stress. La charge de travail a beaucoup augmenté avec tous ces courriers électroniques que l'on reçoit. C'est au point que si vous prenez 3 semaines de congé, 2 jours ne suffisent pas pour gérer tous vos mails. Il y en a un petit peu moins aujourd'hui. Il y a eu une prise de conscience, mais vous êtes quand même sous pression quand votre supérieur vous dit « Tu n'as pas lu mon dernier mail ?» Aujourd'hui, les salariés limitent de plus en plus leur temps de disponibilité, probablement parce que l'on avait tendance à ne pas s'en soucier auparavant. Les mails du patron, le week-end par exemple, ça ne passe plus. C'est une question de discipline. Lundi, c'est bien assez tôt pour commencer à stresser. On pense déjà assez comme cela au travail le week-end. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et il faut l'exprimer. Comme l'a écrit Brecht, celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Les symptômes ont beaucoup changé ces dernières années. Je suis bien placée pour en juger. Je suis là depuis longtemps. Autrefois, quand quelqu'un s'arrêtait, c'était plutôt pour une grippe, un souci d'ordre physique. Aujourd'hui, c'est plutôt pour un syndrome d'épuisement professionnel, une souffrance psychique. Ça ne se sait pas toujours, mais cela paraît souvent évident quand quelqu'un s'absente longtemps. D'ailleurs, beaucoup de cadres qui s'arrêtent reviennent vite pour que l'on ne devine pas à quel point ils vont mal. Ici, l'instrument le plus utile semble être le programme externe d'aide aux employés. Les salariés d'Unilever en difficulté peuvent s'adresser anonymement à l'Institut Furstenberg, cabinet indépendant de l'entreprise. Reinhild Furstenberg informe régulièrement le médecin du travail des tendances générales qui ressortent des entretiens, mais n'évoque jamais les cas individuels. Avant, les salariés d'Unilever venaient souvent nous parler d'un point précis. Aujourd'hui, la première consultation sert plutôt à déterminer par quoi commencer. Unilever n'est qu'une des 24 sociétés pour lesquelles l'Institut Furstenberg travaille à Hambourg. Ce client vient d'une autre entreprise. Il sort d'un congé longue durée pour cause de burn-out. Le but de cet entretien est d'envisager un retour au travail. Le conseiller lui suggère pour commencer un mi-temps thérapeutique. J'ai l'impression que si je ne travaille que 4 heures, en partant plus tôt, je montrerai aux autres que je suis encore un peu fragile. Et ça me gêne beaucoup. Mais c'est la réalité. Vous êtes toujours en arrêt maladie. Et vous ne seriez pas le premier à tenter de reprendre à 100% et à replonger dans les mêmes difficultés. Cela fait tellement longtemps déjà. Je me demande quand je vais enfin retrouver l'envie de sortir de chez moi, de reprendre, de déplacer des montagnes. J'entends que vous mettez la barre très haut à nouveau. Ça me désole toujours parce que j'étais quelqu'un qui fonctionnait à 150%. Chaque fois que l'on me demandait d'assurer, j'étais là. Vous fonctionniez? Oui, à 100%. On ne propose pas de thérapie, juste une mise en contact avec un thérapeute si besoin. Souvent, 2 ou 3 entretiens suffisent. La plupart des salariés sont déjà heureux de trouver un lieu d'accueil, qui plus est dans des délais raisonnables. Le pas m'a paru beaucoup moins dur à franchir que quand j'ai essayé d'aller chez un psychothérapeute dans un cabinet en ville. En plus, il y avait 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Très souvent, ils n'ont pas besoin d'une psychothérapie, juste d'une intervention ponctuelle, d'une réaction très rapide à une situation d'urgence. Et pour nous, le fait que leurs soucis soient professionnels ou personnels importe peu, car l'un se répercute toujours sur l'autre. Car les problèmes d'ordre privé jouent aussi sur les performances.
Si ce programme d'aide est externe, c'est pour que les salariés puissent y participer hors des murs de l'entreprise. Car s'ils consultent un psychologue ou un conseiller sur leur lieu de travail, ils seront vite repérés et catalogués comme des collègues à problème. À l'Institut aussi, on évite soigneusement les rencontres fortuites entre deux employés d'une même société. C'est l'entreprise qui paie ces consultations, mais elle ne reçoit jamais de facture. C'est un système de forfait. Et chaque salarié qui en fait usage reste anonyme. C'est l'avantage fondamental de ce programme d'aide externe. Reinhild Fürstenberg voit chaque jour à quel point le surmenage a pris des dimensions dramatiques ces dernières années. Aujourd'hui encore, nombreux sont les salariés qui viennent consulter bien trop tard, tant ils ont honte de ne plus tenir le choc. Certains sont tellement désespérés qu'ils ne voient plus le bout du tunnel. On parle beaucoup des suicides dans les entreprises françaises, mais apparemment ce sujet reste tabou en Allemagne. Pourtant, à l'Institut, ce problème est de plus en plus courant. Nous avons compté plus de cas en 3 ans qu'au cours des 17 années précédentes. Dans le monde moderne, on observe 2 tendances. L'une est l'intensification du travail, toujours plus vite. L'autre, c'est la contrepartie sous forme de salaire, de promotion, de sécurité de l'emploi, d'estime. Cette contrepartie n'est pas toujours à la hauteur. Nous qualifions cet écart entre investissement personnel et rétribution de crise de la gratification professionnelle. Et à long terme, l'absence de gratification peut rendre malade. Ce sociologue de la médecine l'a prouvé à plusieurs reprises déjà. Cela fait des années qu'il étudie les effets du monde du travail actuel sur notre santé. Récemment, il a pu montrer comment le cœur réagissait à une injustice à l'aide d'une simple expérience mise au point avec le professeur Armin Falk de l'Université de Bonn. Voici les instructions. Merci de les lire avec soin. Mais avant cela, je vous demanderai de mettre cette ceinture. Ainsi, nous pourrons mesurer votre fréquence cardiaque. Ce qui intéresse les chercheurs, c'est la variabilité de fréquence cardiaque, la capacité d'un cœur sain à réagir très rapidement à des stimuli. Cette faculté s'amenuise dans le cas d'un cœur malade, mais aussi dans des situations de stress. Tant que vous n'apportez pas la preuve scientifique que certains aspects du travail moderne génèrent des maladies via ces mécanismes de stress, les employeurs sont hermétiques. Ils affirment que c'est plutôt lié à la vie privée. Nous sommes donc obligés de le prouver scientifiquement. Dans l'expérience que nous reconstituons ici, le cobaye doit calculer le nombre de 0 et de 1 dans ces lignes de chiffres. On lui promet que plus son résultat sera bon, plus il recevra d'argent. Mais la somme est à partager entre lui, le cobaye, et un employeur qu'il ne voit pas. Le cobaye doit d'abord indiquer quelle serait, selon lui, la juste répartition des 30 € gagnés, puis attendre la décision de l'employeur. Voici l'enregistrement de la fréquence cardiaque pendant l'expérience, puis après, quand la personne attend de savoir combien elle va recevoir. Et nous avons extrait l'intervalle durant lequel elle attend le résultat, puis le reçoit, et le moment de la déception. Déception car l'employeur ne lui a laissé que 10 € et en a gardé 20. Aux yeux du cobaye, cette répartition est injuste. Il s'attendait à 20 € sur les 30. À travers cette expérience, nous pouvons montrer qu'une rétribution injuste n'agit pas que sur l'humeur. Elle se répercute clairement dans l'organisme. Quand vous vivez et travaillez des années dans ces conditions, cela peut endommager votre système cardiaque et circulatoire et provoquer finalement une maladie. Voici un autre site important en matière de recherche sur le stress, la ville de Trèves. Dans le laboratoire de la faculté de psychologie, on étudie les empreintes biomoléculaires du stress.
Les chercheurs ont démontré notamment que les expériences de stress précoce dans le ventre maternel pouvaient déjà provoquer des dommages irréversibles. Nous avons fait une observation étonnante. Les tensions vécues au stade pré- et postnatal, c'est-à-dire durant la période de maturation du cerveau, semblent jouer un rôle très important. Nous venons de publier une étude réalisée sur des étudiants de l'Université de Trèves dont les mères ont connu des conditions de stress énormes durant leur grossesse, comme la perte de leur conjoint par exemple. Et nous avons découvert que ces patients présentaient des lésions au niveau de leur génome, plus précisément de leurs chromosomes. Ceux-ci sont protégés et verrouillés par ce que l'on appelle des télomères. Et les télomères sont nettement plus courts chez les étudiants dont les mères ont connu ces situations. Or, plus ces verrous sont efficaces, plus on est résistant dans les moments de stress et plus l'espérance de vie s'allonge. Ici, on calcule le taux de cortisol, l'hormone du stress, dans la salive des patients. Ces analyses font partie d'une méthode de diagnostic testée par le professeur Hellhammer dans le cadre d'une étude menée par des médecins généralistes. Karin Zattler y a participé. En tant que directrice de collège, elle fait partie d'une catégorie professionnelle très exposée à l'épuisement psychique. Comme elle souffrait de troubles du sommeil, son généraliste lui a conseillé de participer à cette étude sur le stress. La méthode neuropattern vise à déceler et traiter de manière plus ciblée les maladies causées par le stress. Nous savons qu'un généraliste n'a que 5 minutes en moyenne à consacrer à son patient. Aussi, nous lui demandons de remplir un questionnaire sur les antécédents du malade et d'effectuer quelques contrôles comme la tension, ce qu'il fait de toute façon. Puis le patient rentre chez lui et c'est lui-même qui fait les autres mesures, notamment les prélèvements de salive. La salive, c'est ce qui nous permet de vérifier de manière très fiable le taux de cortisol, l'hormone du stress. L'organisme soumis au stress libère du cortisol. Tout simplement parce que le cerveau, quand il est stressé, utilise jusqu'à 80% de nos réserves d'énergie. Il lui faut donc trouver un moyen d'accéder au glucose. Et le cortisol est un moyen pour lui de libérer le glucose, donc de s'approvisionner en énergie. Les résultats de cette étude sont très intéressants, car jusqu'ici nous étions dans une impasse en termes de diagnostic. Comment allez-vous? Comme ci, comme ça. Chez Karin Zattler, on a constaté par exemple que son taux de cortisol avait nettement augmenté. Avec le résultat des différentes analyses, le généraliste reçoit des propositions de thérapie, notamment quand un médicament particulier est recommandé. Mais pas dans ce cas précis. Karin Zattler a reçu un kit de conseils pour se soigner. Elle sait qu'elle doit veiller elle-même à faire des pauses et à se détendre, car son univers de travail restera fatigant. Si aujourd'hui nous tournons comme des hamsters dans une roue, c'est que les conditions générales ont changé. À commencer par la composition des classes et le nombre d'élèves. Je sais qu'avant ils étaient plus nombreux par classe, mais ils n'étaient pas socialisés de la même manière. Ils arrivent stressés à l'école. Il y a probablement des facteurs de stress chez eux, dans leur famille, et tout cela pénètre dans l'enceinte du collège. Le taux de cortisol de Karin Zattler est revenu à la normale aujourd'hui. Grâce à la méditation, à l'exercice physique et aux siestes, elle parvient à maîtriser ses réactions au stress. Son médecin traitant s'en félicite, mais il a tout de même souvent l'impression de ne faire que du bricolage. Il vaut mieux œuvrer pour un monde du travail stable, avec une vraie sécurité de l'emploi, plutôt que de compter sur les psychothérapeutes. Quelqu'un qui a encore toute sa vie devant lui et qui est constamment déstabilisé par les restructurations, la précarité du statut de stagiaire, les CDD, se pose forcément des questions sur son investissement professionnel un jour ou l'autre. Comment voulez-vous encore vous projeter dans l'avenir dans ces conditions? J'ai été sidéré d'apprendre que ces 10 dernières années,
les prescriptions d'antidépresseurs avaient augmenté de 15% par an. En 2009, nous avons dépassé le milliard de doses quotidiennes en Allemagne. Pour le personnel d'une entreprise, une restructuration implique un stress extrême. Les fusions sont particulièrement délicates et se passent souvent très mal. Face à cette situation dans l'ouest de l'Allemagne, la caisse complémentaire de santé Pronova BKK a choisi une solution peu banale. Elle a engagé une ethnologue des entreprises, Susanne Spülbeck. En Europe, où l'on considère communément que les ethnologues n'explorent que des ethnies lointaines, il est assez nouveau de les voir étudier un quotidien aussi ordinaire que celui d'une caisse d'assurance maladie. Les entreprises font appel à un ethnologue pour faire face à toutes sortes de changements. De plus en plus, les dirigeants comprennent que les changements internes s'appliquent d'autant mieux qu'ils parviennent à prendre en compte les règles du jeu caché, les codes de la culture de l'entreprise. À quoi bon faire venir des conseils en entreprise pour faire des économies dans tous les coins? Car en fin de compte, c'est la motivation du personnel qui est déterminante. Nos collaborateurs sont très investis et pour eux, l'assuré doit être prioritaire. Ils veulent l'encadrer de manière optimale, mais cela comporte aussi des risques, car le moindre dysfonctionnement dans l'entreprise parasite cette motivation et cet engagement. Pour détecter l'origine des perturbations, l'ethnologue tente de découvrir le monde des caisses de maladie à travers les yeux des autochtones, les employés. Alors, elle accompagne plusieurs salariés dans leur quotidien en consacrant une journée à chacun. Barbara Riemenschneider, chef de service, trouve cela étrange. Tout comme le fait que Susanne Spülbeck écrive et dessine sans cesse. Son bloc-notes est son principal outil de travail. C'est son journal de terrain. Elle y consigne tout, du ton des échanges à la disposition du bureau. Là, je vérifie juste mes mails. Oui, aucun problème. Il y a toujours des phases où il y a peu à faire, où je me contente de jeter un œil. Mais ce n'est absolument pas un problème. J'espère que ça ne vous gêne pas trop, que je reste assise comme ça à vous regarder. Je me demandais juste s'il fallait que je vous explique des choses à ce sujet. Non, non, ce n'est pas la peine. Tout ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez votre travail comme d'habitude. Et de pouvoir assister aux entretiens, aux réunions. Je veux juste voir comment se déroulent vos journées. Faites votre travail comme toujours. Et moi, je me fais la plus discrète possible. Quand je travaille comme ça, bien tranquille, ça me gêne un peu. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que j'ai l'air de ne rien faire du tout. Comme je me contente de lire le texte qui défile sur l'écran, on pourrait croire que je ne travaille pas. En posant ce regard caractéristique de l'ethnologue sur un milieu étranger, nous avons établi des grilles d'analyse qui, quand on les regarde de plus près, et c'est ce que nous faisons, font apparaître les mécanismes que l'on élabore chaque fois que l'on doit composer avec les autres. Ne devrions-nous pas déjà réunir les addictologues, peu importe la date à laquelle nous emménagerons? On pourrait se retrouver à Leverkusen? Une fusion nécessite souvent une réorganisation complète du travail et des équipes. Nouveaux collègues, nouvelles attributions, nouveaux sites. Pour le personnel, c'est une période de grande incertitude, de tension et de surcroît de travail. Le week-end ou en soirée, je reste joignable. Mais nous sommes convenus qu'il ne faut m'appeler qu'en cas d'urgence. Dans la mesure où nous passons toute la journée au travail et où nous y mettons toute notre énergie, j'estime qu'il est nécessaire d'avoir du temps pour décrocher un peu et recharger ses batteries. Il est devenu très important d'être souple. Dans la situation actuelle, avec ce nouveau site, ces nouvelles fonctions, nous devons nous adapter très vite et par nous-mêmes. En tant que chef d'équipe, je suis prise en sandwich entre la direction et mon équipe. Je dois répercuter sur mon équipe la pression qui vient d'en haut, faire en sorte qu'elle reste toujours motivée, et ce n'est pas toujours facile. Cette fusion nécessite un grand nombre de changements au niveau des méthodes, mais aussi et surtout des structures. De ce fait, le problème de l'inégale répartition du travail, qui existait déjà, prend des dimensions colossales.
À certains endroits, vous avez une très grande quantité de travail qui repose sur quelques épaules seulement, si bien que certains baissent un peu les bras par frustration et par démotivation. Mais finalement, cela tient moins aux personnes qu'aux structures. Ce ne serait pas plus grave que cela si l'entreprise avait une culture du conflit, car dans ce cas, ces problèmes se verraient. Mais dans la mesure où la culture de l'entreprise comporte déjà des structures bien ancrées, qui atténuent les conflits à force de prévenance et de serviabilité, ils ne sont pas vraiment visibles. Et là, on ne peut rien changer. Il y a différentes causes du stress chez nous, notamment la pression liée aux fusions dans le domaine des caisses d'assurance maladie. En fait, la loi les impose désormais, et ces fusions exposent notre personnel à d'énormes charges de travail. La grande difficulté tient aux cultures d'entreprise diamétralement opposées des deux caisses qui ont fusionné. D'un côté, un personnel aspirant à une harmonie extrême. De l'autre, des employés habitués au conflit. Suite à ce constat, on a notamment appris aux cadres dirigeants à gérer les différences. Le problème, c'est que ces dernières années, beaucoup d'entreprises ont adopté ce que l'on appelle la hiérarchie plate, c'est-à-dire un seul cadre dirigeant supervisant un nombre considérable de salariés. Dans ces conditions, il est impossible de gérer un petit groupe avec sollicitude. Cela signifie que les cadres dirigeants ne peuvent pas prendre en compte tous les problèmes qui surviennent clairement aujourd'hui en termes de surcharge de travail et de risque de burn-out, tellement l'éventail de subordination s'est élargi. Voyons maintenant comment cela se passe dans une structure associative comme la Clé, centre culturel de Saint-Germain-en-Laye en banlieue parisienne. Tout a commencé dans les années 60. Avec l'apparition des premières MJC en France. Aujourd'hui, la Clé est une structure importante financée par des fonds publics qui hébergent deux institutions. La MJC locale et une salle de concert destinée aux musiques d'aujourd'hui, qui accueille aussi bien des musiciens renommés que des amateurs de la région. Vincent Rulot est le directeur de la Clé. Ce grand amateur de rock a rejoint au début des années 90 d'autres fanatiques de musique qui voulaient faire venir leur groupe préféré à Saint-Germain-en-Laye pour le plus grand plaisir du public. La charge de travail augmentant sans cesse, un poste a finalement été créé. Vincent Rulot a postulé, l'a obtenu et a quitté sans tarder son métier d'enseignant. Aujourd'hui, la Clé est une grosse machine et le travail ne manque jamais. Ouvert 7 jours sur 7, le centre offre un grand panel de cours, gymnastique, langue, activités créatives, sans parler des concerts. En plus des nombreux bénévoles, il emploie une vingtaine de salariés. La plupart ont fait de leur passion leur métier. Voilà qui fait rêver. Et pourtant, tous ou presque se sentent épuisés, vidés. Peut-être sont-ils victimes d'un excès de ce que l'on appelle l'auto-exploitation. Alors bien évidemment, tout le monde n'est pas là de 9h à minuit. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent dans ce domaine-là par passion. Et donc l'investissement personnel vient se mélanger avec l'investissement professionnel, avec tout ce que ça induit comme complexité dans la vie privée. On ne peut pas choisir de travailler dans ce domaine-là ou exercer ce type de métier sans être engagé. Dans une première période, la fatigue qu'on pouvait ressentir ou le stress, c'était partie intégrante de la dynamique du projet sur lequel on était. Donc ça témoignait de son intensité. C'était la période où le projet était plus fort que le métier qu'on exerçait. Maintenant, là, on est dans une phase différente où mon ressenti, c'est que la fatigue, c'est un témoignage de la difficulté des métiers qu'on exerce. Lorsqu'il a été clair qu'une grande partie du personnel souffrait d'épuisement dans des proportions inquiétantes, la direction a cherché de l'aide auprès de Marc Loriol, spécialiste du stress. Le chercheur et ses assistantes ont alors mené une étude d'observation. On n'a pas eu de questions directement sur
sur le stress, mais on a posé un certain nombre de questions sur les arrêts maladie, les problèmes de santé. Donc on a eu un accès vraiment très, très ouvert à ces questions médicales très, très personnelles, mais qui nous ont montré et donné à voir qu'effectivement, non seulement certaines personnes à la clé avaient ressenti dans leur corps de façon assez nette les effets du surmenage et des contradictions qu'ils pouvaient vivre, et qu'en même temps, il y avait aussi une réflexion qui était déjà très engagée sur le lien entre ces problèmes de santé et leur travail. En estimant que leur surengagement était parfois une des causes de leur difficulté à avoir une vie sociale en dehors de la clé, dans la mesure où la vie sociale et la vie professionnelle se mêlaient. Et d'ailleurs, plusieurs des personnes à la clé sont dans une situation de célibat ou n'ont pas de partenaire. Et ceux qui ont un conjoint ou une famille se sentent écartelés, car ils sont trop peu chez eux. Après les concerts, l'équipe passe souvent encore un peu de temps avec les groupes. Vu de l'extérieur, cela ressemble plus à un moment de détente qu'à une longue journée de travail. Et pourtant, Alexandre Barret, par exemple, le directeur de la programmation, est constamment sous pression. J'ai une petite amie, mais j'ai pas d'enfant, donc ça joue aussi sur mon investissement au travail. Je sais pas, il faudrait calculer le nombre de vacances, sachant que même quand on a 2 semaines de vacances, il faut forcément une semaine pour décrocher de la clé, pour sortir le truc de la tête et tout. En fait, faudrait que je mette reset sur le truc créativité pour pas me surcharger. Mais c'est dur. Je pense que Vincent, enfin j'espère en tout cas qu'au fil des années, il a su tempérer son ardeur, même si ça se voit pas forcément, parce qu'il est quand même 7 jours sur 7 à la clé quasiment. Et voilà. Au niveau du stress, c'est facile à voir en fait. À la rentrée, on est arrivé, on était tous pimpants et tout, on avait bonne mine. Et là, en même pas un mois, on commence déjà à avoir des cernes. Les gens ne se sentent pas reconnus dans leur travail. Pourquoi? C'est parce que, avant cette reconnaissance, elle passait par les collègues dans un collectif de gens qui faisaient la même chose. Aujourd'hui, et l'exemple de la clé est typique de ce point de vue-là, où chacun fait un travail qui lui est spécifique, et que finalement, on a l'impression de penser que leur travail est très simple, alors qu'il est beaucoup plus complexe que cela, mais que personne n'est capable de s'en rendre compte et de reconnaître les efforts, l'inventivité, la bonne volonté qu'ils mettent dans ce travail-là. Partout, on cherche des solutions pour mieux gérer les impératifs du quotidien. Parfois, cela passe par des changements structurels, parfois à nouveau par des efforts individuels, comme ici à Nijmegen aux Pays-Bas. Hans Zonmans est infirmière. Un jour, elle a vu arriver les premiers symptômes de l'épuisement. Fatigue extrême, troubles de la concentration, difficulté à faire son travail. Un psychologue lui a conseillé une méthode pour entraîner son cerveau, et les premiers résultats n'ont pas tardé à arriver. Au travail, je me suis aperçue que je me souvenais mieux des noms et des chiffres. Et je me rappelais mieux ce qu'on m'avait raconté. Tout était devenu plus facile, en fait. Et mes collègues l'ont remarqué aussi. Ils me disaient « Hé Hans, ça va mieux, dis donc. On se faisait du souci pour toi. » Et j'ai recommencé à rire aussi. Je fais sans arrêt les mêmes erreurs stupides. Et normalement, j'ai assez d'humour dans ces cas-là. Mais les derniers temps, je n'en avais plus du tout. Je me disais juste « Ah non, encore une erreur. » Pendant 6 mois, ça m'a bien aidé. Je me sentais mieux. Et puis 2 événements très lourds impliquant 2 collègues se sont produits ici, à la clinique. L'une se sentait menacée et avait très peur. Une autre pensait avoir fait une erreur qui pouvait avoir des conséquences fatales. Finalement, il ne s'est rien passé, mais j'étais terrifiée. Sur l'instant, j'étais soulagée que ça ne me soit pas arrivé à moi. Mais c'était tout de même très violent, car moi-même, j'ai toujours très peur de faire des erreurs. J'espère qu'il ne m'arrivera jamais ce genre de choses. Après ces incidents, Hans Zonmans s'était ébranlé. C'est pourquoi il a décidé de retourner chez Berry Geritz, le psychologue qui l'avait tant aidé quelques mois plus tôt avec la fameuse méthode CogMed.
Elle ne se sentait pas encore assez solide pour affronter le stress extrême. Les soins aux malades sont une mise à l'épreuve physique et émotionnelle considérable. Berit Gerritz lui a conseillé de reprendre l'entraînement sur ordinateur pour exercer progressivement sa capacité de concentration et sa mémoire. Là encore, Hans Zonmans a choisi la version pour enfants, qu'elle trouve plus amusante. Et en principe, elle est tout aussi efficace pour faire face aux exigences croissantes du monde du travail. Le fait est que je vieillis, qu'autour de moi le monde va de plus en plus vite et que l'on m'en demande de plus en plus. En tout cas, la méthode Cogmed m'a aidé à retrouver des forces et à être plus heureuse. Quand je recommence à faire certaines erreurs, je m'en aperçois plus vite. Et dans ce cas, je me dis « Oh là là, attention, je ne suis pas très loin de la limite. » Et je ne veux en aucun cas la franchir à nouveau. La méthode Cogmed a été conçue par l'Institut Karolinska de Stockholm. C'est une clinique spécialisée dans les neurosciences. On y étudie le fonctionnement du cerveau, notamment à l'aide d'électroencéphalogrammes. Et comme on le voit sur cet écran, ces recherches ont l'avantage de fournir une base d'études pour une méthode comme Cogmed. Elle permet d'illustrer en images les changements qui interviennent dans le cerveau après l'utilisation de Cogmed. On sait aujourd'hui qu'après un entraînement avec Cogmed, les parties du cerveau responsables de la concentration sont plus actives. Et d'autres études ont montré que le cerveau produisait aussi plus de dopamine, une substance essentielle pour l'attention. La corrélation entre le fonctionnement de notre mémoire de travail et notre niveau de stress peut s'expliquer ainsi. La mémoire vive de notre cerveau est une sorte d'espace dans lequel nous pouvons traiter des informations. À partir du moment où nous sommes très stressés, cet espace n'est plus aussi bien délimité qu'à la normale. Toutes sortes de pensées et d'inquiétudes pénètrent dans notre conscient. Et cela prend de la place dans notre mémoire vive, notre mémoire de travail. Mais si vous entraînez votre mémoire de travail, cet espace va s'agrandir et il sera mieux délimité. Ainsi, vous pourrez y stocker davantage d'informations et garder une vision d'ensemble. Cela vous permettra aussi de traiter ces informations plus calmement, car l'espace qui sert à cela sera mieux protégé. Je sais, pour l'avoir vécu moi-même, ce que c'est que de lutter contre les problèmes de concentration et de perdre son équilibre intérieur. J'en ai pris conscience quand il m'a fallu de plus en plus de temps pour faire mon travail. Quand je lisais un document, j'avais souvent besoin d'une deuxième lecture. Et quand j'écrivais, je devais beaucoup me concentrer pour rester cohérent. Bref, je devais me contrôler de plus en plus souvent, ce qui me prenait de plus en plus de temps, et c'était une course contre la montre. Puis un jour, mes problèmes de concentration étaient tels qu'il m'a fallu trouver une solution. Vu l'ampleur des effets du stress sur la santé, il ne suffit pas d'essayer d'améliorer un peu les choses dans les entreprises. Il faudrait mettre en œuvre des mesures de politique sociale et de l'emploi décidées par les gouvernements eux-mêmes. Bolzano, en Italie, est une des premières villes d'Europe à avoir intégré la gestion du temps dans sa politique communale. Elle veut aider ses administrés à concilier travail et vie privée sans tension. Sa politique du temps repose surtout sur la flexibilité des horaires. L'Office pour la gestion du temps de la ville est dirigé par Silvia Profanter. En tant que mère de 2 enfants, elle doit elle aussi trouver des solutions pour concilier vie professionnelle et vie de famille.
À la mairie, nous avons des emplois du temps très différents. Ce sont presque des plannings sur mesure. Moi, par exemple, je travaille à plein temps, mais on me laisse beaucoup de souplesse pour m'organiser au fil de la semaine. Je suis juste obligée d'être là de 9 à 12 heures tous les jours. Sinon, comme j'ai 2 enfants, je peux rester un après-midi chez moi de temps en temps. Au bureau, il y a souvent des périodes où nous avons beaucoup à faire, surtout de l'automne au printemps. En été, c'est plus calme. Cela permet de récupérer les heures cumulées en hiver. À la mairie, nous avons constaté les bienfaits de cet assouplissement des horaires, notamment pour les jeunes mamans. Elles reviennent travailler juste après la fin de leur congé de maternité, et c'est un gros avantage aussi pour la commune, car de ce fait, elle n'a pas besoin d'embaucher de remplaçants. Les dossiers sont suivis par la même personne. Cette flexibilité dont je bénéficie s'applique aussi aux personnes qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont à charge des proches devenus dépendants. Bolzano veut être une ville conviviale, où les différents horaires, travail, boutique, école, et les flux de circulation sont pensés et coordonnés au maximum. La situation est plus difficile en période de vacances, quand les écoles et les crèches sont fermées. Même Sylvia doit parfois emmener son fils au bureau ou chez le coiffeur. Autrefois, la rigidité des horaires d'ouverture compliquait la tâche des personnes actives. Aujourd'hui, un peu partout, les commerces s'organisent comme les pharmacies de garde. Il y en a toujours un ouvert jusque dans la soirée. Les coiffeurs ont d'ailleurs été les premiers à imposer ces horaires libéralisés. Les mesures prises par la commune ces 15 dernières années en matière de gestion du temps ont beaucoup contribué à nous faire lever le pied. Et le plus souvent, elles ne changent que quelques instants de notre vie. Mais il suffit par exemple de retarder l'heure d'ouverture des crèches de quelques minutes pour soulager les habitants de Bolzano en leur permettant d'accéder plus facilement à leur travail. Tout est lié, et si vous modifiez un horaire d'1 minute par-ci et de 3 minutes par-là, cela paraît insignifiant, mais ça peut vraiment vous changer la vie. Pour fluidifier le trafic, la ville a échelonné l'heure du début des cours dans les divers établissements. Fini les problèmes de circulation aux heures de pointe. Et le centre Pipo accueille les enfants en dehors de l'école. Ils peuvent y manger à midi et participer à des activités culturelles. Cette solution dépanne aussi les parents qui rentrent tard du travail et leur donne plus de liberté d'action. Beaucoup d'activités se chevauchent dans la journée, et c'est là que la ville intervient. Par exemple, si une administration est fermée entre midi et 2 et que cela empêche un grand nombre de gens qui seraient disponibles pendant ce créneau-là d'en profiter, cela veut dire que cette solution n'est pas efficace. En revanche, si nous adaptons les horaires d'ouverture de ces services à l'emploi du temps de nos concitoyens, nous pouvons mieux nous organiser en tant que société et en tant que ville. Et à nouveau, c'est un gain de temps. Depuis quelques années en Italie, la loi prévoit un office de la gestion du temps dans toute ville de plus de 30 000 habitants. Il s'agit d'aider le citoyen à mieux gérer son temps au quotidien pour vivre plus détendu et de permettre aux hommes comme aux femmes d'avoir plus de temps pour leur famille ou pour eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'une ville où on court toujours, mais où on ralentit le pas, où on a le temps de vivre mieux, même pendant son temps libre. Dans ce contexte, une autre initiative a vu le jour à Bolzano, la Banque du Temps. La monnaie ici, c'est le temps. Ses membres mettent leur temps à disposition pour des services précis et ils peuvent l'échanger contre d'autres coups de main donnés eux aussi à titre bénévole. C'est avant tout un projet social qui réunit des gens d'origines différentes par le biais de l'échange de leurs compétences.
et des compétences, les membres de la banque en ont à revendre. Couture, tricot, convoyage, transport de personnes, travaux de peinture, babysitting, soutien informatique. Beaucoup de petites choses qui permettent au final de s'offrir plus de temps à soi. La banque du temps repose sur le principe de la réciprocité. C'est devenu très difficile de trouver quelqu'un pour effectuer de petits travaux manuels de nos jours, ou pour garder un enfant dont la mère travaille et ne peut pas se libérer ce jour-là. Je pense que toutes ces choses peuvent résoudre les petits problèmes de la vie quotidienne. Ce type de troc n'est pas nouveau. La particularité ici, c'est que Bolzano y participe en tant que commune. Chaque quartier rénové aura sa banque du temps, une manière de rebâtir le réseau social que beaucoup regrettent. Si la monnaie est le temps, chacun peut profiter de l'autre, celui qui en manque et celui qui en a à revendre. Une petite avancée porteuse d'avenir en termes de qualité de vie, même si elle fait parfois sourire. Toute notre vie est devenue plus fatigante. La bousculade quotidienne nuit à notre santé. Il paraît normal d'être constamment fatigué. Selon les spécialistes du sommeil, 60% des Allemands souffrent d'un décalage horaire permanent. Leur horloge interne n'est pas adaptée au rythme que la société leur impose. La difficulté de concilier travail et famille est un problème récurrent, surtout en Allemagne où la gestion du temps de travail est trop souvent inadaptée à la vie de famille. Pourtant, beaucoup de jeunes pères aimeraient se consacrer davantage à leurs enfants. Et les femmes, en particulier celles qui ont un bon niveau d'études, veulent et doivent travailler, car de nos jours, un seul salaire suffit rarement pour faire vivre une famille. Curieuses conditions de travail que celles qui nous usent à ce point. Pourquoi devrions-nous les accepter sans broncher? Quel avenir préparons-nous à nos enfants si rien ne change? Repos, loisirs, ces termes paraissent d'une autre époque. Pourtant, la science l'a prouvé depuis longtemps, les temps morts et l'inactivité sont vitaux pour notre organisme. Mais seuls les enfants peuvent profiter avec insouciance du temps libre. Et encore. Manifestement, nous allons devoir revoir tout notre univers de vie et de travail. Malgré quelques tentatives, il n'y a pas de recette miracle pour cela. Finalement, notre seule chance est peut-être que le vieillissement de la population européenne contraigne les entreprises à mieux ménager leur personnel. Pour prendre un exemple concret, il y a 5 ans, si on avait réclamé des jardins d'enfants d'entreprise avec mes collègues délégués syndicaux et délégués du personnel, on nous aurait ri au nez. Mais cela prend de plus en plus d'importance, comme la retraite. Nous savons tous que les institutions publiques ne peuvent plus nous garantir ce qu'elles nous promettaient auparavant. Aujourd'hui, la prévoyance retraite occupe un rôle essentiel pour de nombreuses sociétés. Et pour bien des gens qui cherchent un emploi, c'est un argument décisif. Ils veulent savoir quelles sont leurs possibilités d'évoluer dans l'entreprise. Si elle va les rendre malades ou veiller à les maintenir en bonne santé, tout au long de leur vie professionnelle déjà nettement plus longue avec l'allongement de l'espérance de vie. Comme on parle déjà de relever l'âge de la retraite à 69 ans, il devient encore plus important de se soucier de rester en forme jusqu'au bout. Et je pense qu'à l'avenir, le personnel qualifié lui aussi accordera encore plus d'importance et de prix à ces critères. Avec un peu de recul, on peut d'ores et déjà dire que notre modèle économique n'a aucun avenir, car il est fondé uniquement sur la recherche du profit à court terme, sur sa maximisation à court terme. Il n'y a pas qu'au niveau de l'environnement que la durabilité s'impose. En matière d'économie aussi. Nous devons prendre soin des salariés. Nous devons prendre soin de leur santé, de leur créativité. Et pour cela, nous devons abandonner l'idée que seul le profit compte et au contraire, revenir au principe de justice et de partage.
Pour cela, il faut que l'idée de justice commutative entre dans les têtes des dirigeants d'entreprise, dans celles des décideurs. C'est un processus de longue haleine, mais je ne suis pas complètement pessimiste. J'ai un petit espoir que la crise actuelle favorise un changement des mentalités. Qu'on arrête d'exiger de terminer un travail avant de l'avoir commencé. Il faudrait mieux répartir le travail. Il y a trop de gens qui en ont trop et trop de gens qui n'en ont pas ou pas assez. Est-il écrit quelque part qu'on est tous condamnés à faire tourner éternellement notre roue comme un hamster en cage ?